Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes un des artisans de la fin de la guerre froide sous Gorbatchev. Vous êtes ancien diplomate. Vous vous décrivez vous-même comme fossoyeur de la guerre froide et écrivain russe. Vous êtes le plus édité en langue française. On va essayer de comprendre avec vous. S'il vous plaît, écrivain russe, mon père était un très grand Ukrainien, héros de la guerre. Exactement. Vous êtes à la fois russe et ukrainien. J'allais y venir. Mais je voudrais d'abord expliquer à ceux qui nous écoutent qu'avec vous, on va tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes en France de Poutine. Vous avez publié Poutine, l'itinéraire secret. Vous allez publier dans quelques jours Poutine et l'Ukraine, les faces cachées. Et on va aussi parler d'ailleurs de ces Français qui décident de partir pour l'Ukraine. D'abord, comprendre avec vous qui est Vladimir Poutine et comment il fonctionne. Emmanuel Macron a parlé de réaction paranoïaque. Est-ce que c'est ce que vous diriez ? Non, paranoïaque, j'ai pas saisi ce mot. C'est un mot de BHL, je crois. Mais enfin, laissons ça de côté, puisque Poutine, il a sa logique. C'est une logique qui peut être dangereuse. Quelques clés pour le comprendre. Tout d'abord, vous savez, c'est un enfant de la rue. Il a failli aller en prison. C'est quelqu'un qui est psychorigide, qui ne recule pas. Il se bat jusqu'au bout, comme l'enfant de la rue. Deuxième clé, c'est un excellent judoka. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point c'est un sportif. Chaque jour, je vais vous décrire sa journée. C'est 1h30 de sport, chaque jour, tous les jours. Et puis, une demi-heure avec copines, et puis jusqu'à 3h du matin au Kremlin. La clé, le sport, et ce qu'il fait même maintenant, il bouscule l'adversaire avec sa force. Vous comprenez, il transforme ça. Ça, c'est deuxième clé. Et troisième clé, c'est plus banal, il est évidemment espion. Il mène même négociation comme un espion. Moi, j'ai mené négociation comme diplomate, c'est l'équilibre vraiment des intérêts. Mitterrand aimait ce mot-là que je lui ai dit, équilibre des intérêts. Et lui, c'est toujours équilibre de la force, c'est le rapport de force. Les rapports de force, et on le voit évidemment bien avec l'Ukraine, il y a eu évidemment ce moment qui nous a tous saisis, où il a dit demander aux armées de mettre en alerte le système, y compris nucléaire. Est-ce que, j'aimerais essayer de comprendre avec vous, Vladimir Fedorovski, est-ce qu'il faut prendre au sérieux celui qui apparaît aussi un peu comme fou ? Il faut prendre ça au sérieux parce que nous avons maintenant trois scénarios. Trois scénarios, mais le premier scénario qui me perturbe, vous comprenez, j'étais à la fois comme Ukrainien, mais surtout comme artisan de la chute du mur et de la fin de la guerre froide. Ça me perturbe. Il y a une possibilité, parce que détrompez-vous, je vous ai expliqué, il ne reculera pas. Il me rappelle, vous savez qui, Staline dans l'affaire. Parce que Staline, il était psychorigide aussi, il ne reculera pas. Mais de l'autre côté, nous avons Biden, et j'ai travaillé autrefois avec Brejnev, pour être franc, et j'ai connu d'ailleurs Biden, mais Biden en forme. Maintenant, il est quand même assez âgé. Il me rappelle dans la manière de faire aussi Brejnev. Par exemple, vous avez posé la question pourquoi. J'ai fait l'enquête sur pourquoi il a mis en alerte et j'étais étonné que le déclic, c'était cette déclaration de Biden quand il a dit il y a 4 jours qu'il il a deux choix, soit la guerre mondiale, soit les sanctions. Vous avez compris qu'il va choisir les sanctions. Vous comprenez? Et les Russes, ils ont compris qu'il peut mettre ça et quelques minutes après... C'est donc une réponse pour vous, c'est une réponse aussi au propos du président Biden. Ça, c'est factuel. Ce qui me frappe beaucoup quand même dans ce que vous dites, Vladimir Fedorovski, c'est que vous mentionnez aussi l'âge et donc une forme de faiblesse de Biden. Est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine, qui justement revendique d'être en excellente forme, vous le disiez, de faire du sport tous les jours, est-ce qu'il y a aussi cet affrontement-là ? Évidemment, mais attendez, on est dans le pire des scénarios, détrompez-vous. Vous comprenez, il y a, par exemple, avec les sanctions aussi, je pense qu'il faut être dur, mais en même temps, tout à l'heure, j'ai parlé avec les Américains, ils m'ont dit, détrompe-toi, il n'y aura pas de problème, les Russes, ils vont vivre mal, ils vont virer Poutine, il y aura le complot des oligarques. J'ai dit, vous rêvez. Tous les équations disent le contraire, que les Russes, ils vont faire bloc. Pour l'instant.
Derrière lui, il y a le réflexe légitimiste dans les crises. Il y a, comme pour Macron, ce sera d'ailleurs utile, légitimiste derrière lui. Il y a quand même quelques manifestations. Il y a des manifestations à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Il y a un certain nombre de manifestants qui sont arrêtés, qui manifestent au péril de leur vie. Est-ce que ça n'est pour vous qu'une petite partie à laquelle nous, occidentaux, on a envie de s'accrocher? Je vais vous dire, moi, historiquement, vous connaissez, j'étais cofondateur du premier parti démocratique. Je suis en contact avec ces gens-là, en Russie. Ils sont courageux, j'admire leur courage, mais ils sont minoritaires. Pour l'instant, toutes les indications vont dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, vous comprenez la répercussion? Moi, je décris ça dans ce livre sur les faces cachées de Poutine. Le monde où on est entré, c'est un monde hyper dangereux. Vous comprenez, Poutine, il a certes renforcé la cohésion de l'OTAN, c'est incontestable. Mais vous avez renforcé pour l'instant Poutine et vous l'avez poussé dans les bras de la Chine. Quand dites-vous? Non, je parle de l'OTAN, de l'Occident. Vous comprenez, moi, je regarde ça dans l'optique à la fois avec Mérossine et en combattant de la paix. Mais je tiens à vous dire, objectivement, constatons, il y a deux blocs. L'OTAN, cohésion de l'OTAN aujourd'hui, et de l'autre côté, il y a objectivement l'alliance anti-occidentale entre la Chine, la Russie et éventuellement avec l'Iran. Tout ça, c'est dangereux. Et au milieu, il y a l'Ukraine. Il y a deux choses très intéressantes que vous dites et sur lesquelles je voudrais rebondir. Vous parlez de bloc. C'est évidemment un mot qui rappelle les mots de la guerre froide. Deux blocs l'un face à l'autre. Et ensuite, vous parlez de la responsabilité. D'abord, sur ces blocs, est-ce que vous qui avez connu la guerre froide comme diplomate, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est à nouveau la guerre froide? C'est pire que la guerre froide, vous rigolez. C'est pire que la guerre froide. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais diplomate pendant la guerre froide. Il y avait des règles, il y avait des accords. J'ai travaillé beaucoup pour la sortie de la guerre froide. Les accords, rien n'existe aujourd'hui. Rien n'existe. Et à côté de ça, il y a, vous savez, il y a un mélange de genres. C'est-à-dire, il y a la propagande, chacun fait sa propagande, mais pendant la guerre froide, il y avait les distinctions. D'un côté, il y avait les gens qui fait leur truc, propagande, mentaient, mais ils ne croyaient pas à leurs mensonges. Aujourd'hui, c'est pire. Il y a le mélange de genres, d'où vient le monde qui m'effraie. Je tiens à vous dire une chose, comme Ukrainien et comme Russe. Je voudrais quand même lancer un appel, parce que une situation est dramatique. Il faut immédiatement organiser, immédiatement se voir. Et c'est pour ça que je soutiens le président Macron quand il dit long chemin pour la désescalade. Immédiatement se rencontrer, arrêter, éviter les combats de rue dans Kiev. Au combat des rues à Kiev. Mais pardon, Vladimir Fedorovski, il y a eu des rencontres. On se souvient évidemment des images et des longues rencontres. Il y a eu encore hier 1h30 de conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Il y a eu des rencontres entre les émissaires ukrainiens et les émissaires russes. Pour l'instant, ça n'a rien donné. Tout d'abord, c'est un pas, c'est pas suffisant, mais je suis passionnément supporter de démarche de Macron. Vous avez tapé ici en France, je parle pas de vous évidemment, mais de la presse, on a tapé beaucoup Macron. Macron, c'est la seule solution. Je vous dis, la guerre nucléaire, il faut l'éviter. Les sanctions, ça ne marcherait pas. En plus, ça va provoquer le gaz 10 fois plus cher en Allemagne, la crise, le choc pétrolier et tout le reste, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il nous reste? La fermeté. La démarche de Macron, c'est quoi? C'est la fermeté d'un côté et de l'autre côté, ces conversations qu'il contribue. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de la France. Vous comprenez? Vous prenez tout cela très au sérieux et on le comprend bien, on l'entend avec vous. Vous n'êtes pas du tout de ceux qui veulent minimiser les menaces que brandit Vladimir Poutine. Mais quand vous dites il faut qu'on discute, sauf que Vladimir Poutine, il exige avant toute discussion, la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, 2, la dénazification, je voudrais qu'on y revienne, du gouvernement ukrainien, et 3, un statut neutre de Kiev comme préalable à l'invasion, à la fin de l'invasion de l'Ukraine. Est-ce acceptable? Attendez, je constate qu'au président Zelensky, il a parlé de statut neutre de Kiev. C'est son idée. Je constate que Poutine, il a toujours dit qu'il veut rester 2 semaines en Ukraine. Il ne veut pas rester beaucoup de temps. Et vous le croyez là-dessus? Mais attendez,
vous savez, il faut rien, je ne crois à rien. Je vois qu'il y a une base. Et je constate, comme vous, que ce n'est pas suffisant les subalternes, il faut y aller. Et vous comprenez, francophile que je suis, il ne faut pas sous-estimer l'aura de la diplomatie française. Il y avait De Gaulle qui a adulé l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, il y avait Mitterrand avec ça, mais mon ami Védrine, extraordinaire ministre des Affaires étrangères, tout ça. Il y a aussi Chirac avec sa russophilie, etc. Il y a président Sarkozy qui a vu Macron, qui a soutenu Macron, s'il vous plaît, avec son expérience. Il faut utiliser, c'est le moment, mais mon déchirement aujourd'hui, vous comprenez, la libanisation de l'Ukraine, puisqu'ils ont distribué les armes. Demain, s'il y a les combats des rues à Kiev, vous comprenez, je ne dors pas déjà la nuit. Je vous dis encore une fois, il faut faire tout pour la paix et il faut soutenir la démarche de Macron. Il y a ceux qui, en France, veulent lever les armes. On a entendu, et je l'entendais ce matin sur RMC, plusieurs auditeurs qui m'appelaient et qui, certains, Frédéric, je pense à lui ce matin parce qu'il a décidé de partir, il est ancien légionnaire, et avec des camarades, ils ont dit, on part, on y va et on sait ce qu'on risque. Qu'est-ce que vous dites à ces Français? Est-ce que vous pouvez comprendre soudain cette solidarité entre certains qui n'ont aucun lien avec l'Ukraine et qui décident de partir? Vous savez, la solidarité, je suis le premier parce que je suis ukrainien. Et je pense qu'il faut, pour les gens de bonne volonté, la première pensée, c'est pour les gens qui sont tués là-bas. Mais en revanche, en ce qui concerne la démarche guerrière, c'est pas la mienne. Vous comprenez? Ma démarche, toute ma vie, j'ai fait tout pour éviter les guerres, pour éviter les crises. J'ai contribué à la chute du mur de Berlin. Alors, moi, je pense que le moment est vraiment grave et il faut être ferme d'un côté et de l'autre côté, un long chemin de désescalade, c'est la phrase du président Macron. Désescalade, et pour autant, vous avez laissé entendre tout à l'heure que vous estimiez que l'OTAN, vous avez d'ailleurs dit vous, mettant une distance entre vous et moi, vous avez dit, vous avez une forme, vous l'Occident, l'OTAN, de responsabilité également dans ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, attendez, vous savez, je suis francophile et je suis combattant de la liberté. Vous devez comprendre pourquoi j'ai dit vous. Mais il faut, je le comprends parfaitement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous comprenez, comme j'ai eu, vous comprenez la question de l'OTAN. Je suis gêné. Je ne voudrais pas revenir ça aujourd'hui. Vous posez la question, tant pis. Mais vous comprenez, j'étais présent. J'ai deux personnages qui sont présents physiquement. Quand il y avait Baker, secrétaire d'État américain, qui a dit à mon ami Shevardnadze, l'OTAN ne bougera pas de côté des frontières russes. Donc, cet engagement qui était, et nous avons eu, et on dit que l'engagement oral, mais j'étais dans les négociations. Il y avait plein d'engagements oraux à l'époque, et tout le monde était. Reagan a toujours tenu ces engagements. J'étais présent. Je vous signale. On n'a pas fait ça. Et qu'est-ce que ça a donné? Parce qu'il y a un aspect... L'ambiguïté. Non, ce n'est pas l'ambiguïté. Les Russes considèrent que c'est un mensonge, mais c'est une autre chose. Je ne voulais pas me revenir à ça parce que le moment est dramatique. Mon côté ukrainien se révolte contre ça. Mais simplement, vous devez comprendre, aujourd'hui, le danger que les Russes, aujourd'hui, il y a les sanctions, ils ne désirent pas l'Europe. Avant, à mon époque, quand j'étais aux affaires, vous comprenez, 80% des Russes ont été pro-européennes. Aujourd'hui, c'est à peine 10%. Ils disent que l'Europe est en train de s'islamiser, elle est vassalisée par les États-Unis, qu'elle a trahi ses valeurs judéo-chrétiennes. Ils oublient, ils s'orientent vers la Chine. C'est pas bon pour nous. La Chine qui aujourd'hui, d'ailleurs, fait sortir tous ses ressortissants de l'Ukraine. Vladimir Fedorovski, vous avez parlé tout à l'heure de l'OTAN. Je voudrais qu'on dise un mot de ce qui se passe en Finlande. Il y aura des débats aujourd'hui en Finlande. La Finlande qui, jusqu'à présent, on en faisait même un mot, la finlandisation. La Finlande qui aujourd'hui pourrait demander l'adhésion à l'OTAN. C'est un tournant très important. Comment est-ce que ça peut être perçu du côté russe? Mais vous savez, c'est pour ça, si vous connaissez, j'étais assez critique dès le début. J'étais même le premier critique dès le début, quand il était choisi comme marionnette, Poutine. J'étais très critique pour lui. Quand il est devenu marionnettiste, je regardais ça avec plus d'attention. Mais évidemment, objectivement, l'action de Poutine a renforcé la cohésion de l'OTAN. Ça, il lui a donné le sens de la vie, parce que, encore il y a quelques mois, le président Macron
parler de la mort cérébrale de l'OTAN. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et évidemment, c'est un tournant. Mais c'est pour ça qu'on va... Vous savez, le problème, pour moi, qui a combattu la guerre froide, on revient à quelque chose de pire. Et il y aura, objectivement, le mur qui sera construit. Ce sera un rideau de fer. Et il y aura deux mondes, mais... c'est mon livre sur les faces cachées de Poutine qui va sortir dans quelques jours. Je dis qu'on va vers le monde beaucoup plus dangereux avec les deux blocs qu'avant. Ce que j'essaie de dire, et c'est d'où vient mon soutien passionné de démarche du président français, ce que je voudrais faire tout pour éviter, et surtout, chaque mort compte. Je vais vous dire, tout l'autre jour, j'étais sur le plateau de la chaîne concurrente et un ambassadeur français, il dit, l'OTAN est prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. J'étais perturbé par ça, vous comprenez? Parce que chaque mort compte. Arrêtons. Je dis, faisons tout pour essayer d'arrêter et éviter le pire des scénarios qui nous guettent. Fedorovski, il y a justement un autre moyen que la guerre, qui sont à la fois la diplomatie, on vient d'en parler, et les sanctions économiques. Vous avez dit, ces sanctions ne marcheront pas. À l'instant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit, avec ces sanctions, nous allons provoquer, je le cite, l'effondrement de l'économie russe. Est-ce crédible? Vous savez, il n'a pas vécu en Russie. Moi, j'ai vécu. L'alternative à Poutine, c'est le système stalinien. D'ailleurs, les staliniens, ils ont gagné les dernières élections. S'il n'y avait pas de tripatouillage en septembre, c'est les néo-staliniens qui ont gagné, objectivement. Beaucoup de Russes pensent que les sanctions, c'est une chance pour la Russie. Mais simplement, il y aura une économie stalinienne. On va faire tout ce qu'on a fait pendant ces 30 ans. Il y a le retour en arrière. Mais je tiens à donner... Ce que vous voulez dire, c'est que les Russes n'ont pas peur. Ils ont connu une économie, en effet, qui ressemblait à celle qui va être cette économie sous sanctions que vous appelez l'économie stalinienne. Non, pour l'instant, ils ont connu l'économie sans sanctions. Les dernières sanctions, par exemple, ils ont créé l'agriculture russe. Les Russes, ils ont contribué à ça. Mais les sanctions, tous les économistes, ils savent, ils ressemblent parfois aux mesures protectionnistes. Par exemple, les sanctions en Italie autrefois, mais c'est surtout les sanctions en Afrique du Sud, ils ont contribué au développement de la Russie. Simplement, il y a une autarcie. C'est une 7e partie du monde. Mais je vais vous dire, simplement qu'on réfléchisse ensemble. Sous Eltsine, les Russes ont vécu 10 fois moins bien que maintenant, que sous Poutine. Tout à l'heure, avec les Américains, ils m'ont dit qu'ils vont perdre la moitié de leur pouvoir d'achat. Mais c'est toujours beaucoup mieux. Voilà, que ce qu'ils avaient perdu. Simplement, pour l'instant, je vous dis, je suis prudent. Parce que pour l'instant, les sanctions, d'ailleurs, les problèmes russes camouflent, c'est-à-dire que Poutine camoufle les problèmes russes. Il dit, maintenant, ça ne marche pas l'économie, pas parce que je n'ai pas fait ça, mais c'est l'Occident qui est fautif. Et ça crée un ennemi. Et ça donne maintenant, pour l'instant, je vous dis encore une fois, tout en soulevant le courage qui exprime leur désaccord. Mais ça donne à la population russe, si je comprends bien ce que vous voulez dire, une forme, au contraire, de cohésion derrière leur chef Poutine. Je voudrais qu'on s'arrête quand même un instant sur ce qui s'est passé cette nuit, les dernières heures. On a vu ces images satellites d'une colonne de véhicules militaires qui se dirigent vers Kiev, des véhicules russes, bien sûr, sur près de 60 km de long. Qu'est-ce que ça présage? Vous savez, moi je suis bouleversé par ça. Parce que les combats de rue dans cette magnifique ville de Kiev, c'est le pire des scénarios. Et c'est pour ça que j'appelle encore une fois, immédiatement, il faut se rencontrer. Éviter la libanisation de Kiev. C'est le pire des scénarios, il y aura beaucoup de morts. Et dans ce cas-là, c'est une perspective qui est terrible, qui nous guette. Les gens de bonne volonté, et il y a en Occident des diplomates de valeur, vraiment, qui savent faire ça, ils doivent trouver le terrain. Le terrain est là,
Le président ukrainien, il a parlé de cette possibilité de statut neutre. Il y aura un deuxième... Poutine, il ne veut pas rester éternellement. Et d'ailleurs, ça, ce n'est pas du tout son intérêt, objectivement. Alors, essayons d'éviter le pire. Essayons d'éviter le pire. J'ai envie de rester sur ces mots pleins d'espoir. On sent évidemment votre émotion très forte. À vous, Vladimir Fedorovski, qui est à la fois russe et ukrainien par votre père. Je rappelle le titre de vos 2 derniers ouvrages, Poutine, l'itinéraire secret, et puis celui qui ressort dans quelques jours, Poutine et l'Ukraine, les faces cachées. Je rappelle également qu'un deuxième round de négociations, ce que vous appelez de vos voeux, doit avoir lieu dans les jours qui viennent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Merci à vous d'avoir tenté de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Il est 8h53.